La journée a commencé comme n'importe quelle autre, réveil à 6 heures. Le café s'est préparé en pilote automatique, et un rapide coup d'œil à mon application de budget avant de partir au bureau. Mon appartement d'une chambre n'était pas grand-chose, mais il était à moi. Le loyer amputait une grosse partie de mon salaire, et le reste était réparti entre les factures, les courses et le petit fonds d'urgence que j'essayais sans cesse de faire grandir. J'avais appris depuis longtemps à étirer chaque euro au maximum. Au moment de pointer en fin de journée, mon anniversaire était devenu juste un autre long mardi. Pourtant, je me suis arrêté à la station-service du coin, comme chaque vendredi, pour acheter mon billet de loterie hebdomadaire. 10 €, c'était mon extra habituel, ma petite rébellion inoffensive contre l'implacable pragmatisme de ma vie. Cette fois, cependant, j'ai fait glisser un billet de 20 € sur le comptoir. C'est pour mon anniversaire, ai-je dit au vendeur, mi-plaisantant, mi-pleine d'espoir. Il a souri, a imprimé les billets et m'a souhaité bonne chance. Ce soir-là, j'ai célébré seul avec des restes de plat thaï à emporter et un verre de vin en cubi. La télévision murmurait en arrière-plan pendant que je faisais défiler les réseaux sociaux, parcourant des photos d'amis avec de plus beaux vêtements, à des dîners plus chics, menant des vies qui semblaient toujours juste hors de portée. Vers 21 h, je me suis souvenu des billets, jetés nonchalamment sur le comptoir de la cuisine. Je les ai tirés vers moi et j'ai ouvert le site web de la loterie sur mon téléphone. Le premier numéro correspondait, puis le deuxième. Mon souffle s'est coupé au troisième. Au moment où les 6 numéros correspondaient, mes mains tremblaient si fort que j'ai dû poser le téléphone. 1,3 million d'euros après impôts. C'était toujours plus que ce que j'aurais pu gagner en une décennie. J'ai fixé l'écran, attendant l'élan de joie que je pensais ressentir. Il n'est pas venu. À la place, un frisson s'est installé dans ma poitrine. J'avais lu trop d'histoires de gagnants de loterie dont les vies avaient implosé sous le poids des attentes des autres. Ma famille avait une longue mémoire pour l'argent, surtout quand il ne leur appartenait pas. Je savais exactement à quelle vitesse la nouvelle se répandrait, comment chaque conversation reviendrait soudainement à ce que je pourrais faire pour eux. J'ai fermé le navigateur, plié soigneusement le billet et les rangé au fond de mon tiroir de bureau. Je ne le dirai à personne, ni à mes parents, ni à mes frères et sœurs, ni même à ma meilleure amie. Pas encore, peut-être même jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un calme étrange. L'argent était à moi, mais le vrai défi serait de le garder. Et pour ce faire, je devais me souvenir exactement à qui j'avais affaire. Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps pour me rappeler pourquoi je ne pouvais pas partager la nouvelle. Ma famille écrivait son histoire au dos de mes talons de chèque depuis des années, et mon nom était toujours celui dans la colonne, de la part d'eux. Quand ma mère, Sylvie, a appelé il y a 3 ans à propos du toit de sa véranda qui fuyait, elle a demandé, juste une petite aide temporaire. Elle a promis de me rembourser dès que Gérard, son mari, aurait conclu une vente immobilière. Je lui ai viré 2800 € le jour même. Le mois suivant, au lieu d'un remboursement, j'ai reçu des photos d'eux souriant lors d'un week-end à Bordeaux. Le sujet de l'argent pour le toit n'a plus jamais été abordé. Damien, mon frère aîné, était pire. Ses demandes étaient toujours enrobées de drames, des factures urgentes, des problèmes de voiture, des alertes médicales. J'envoyais ce que je pouvais, vidant parfois mes économies, pour le voir ensuite publier des photos sur les réseaux sociaux depuis des plages et des festivals de musique. Quand je l'ai confronté une fois, il a balayé ça d'un rire, disant que je m'inquiétais trop. Chloé, ma sœur cadette, a fait son coup pendant la saison des mariages. Elle a juré de rembourser les 1900 € que j'avais mis sur ma carte de crédit pour son fleuriste et son traiteur, dès que les cartes de remerciement seront envoyées. 5 ans plus tard, la dette était toujours là, accompagnée d'une série d'excuses sur les enfants, les prêts immobiliers et les dépenses imprévues. Dans ce paysage de reconnaissance de dettes qui n'ont jamais été honorées, tante Hélène se démarquait comme une éclaircie dans le ciel. Elle vivait dans un minuscule bungalow, conduisait une voiture plus vieille que moi et faisait des heures supplémentaires à l'école juste pour couvrir l'augmentation des coûts. Pourtant, elle me glissait un billet de 20 € quand elle apprenait que ma voiture avait besoin d'une vidange, ou préparait des gratins pour remplir mon congélateur quand j'étais débordé de travail. Son aide ne représentait jamais beaucoup en euros, mais elle était toujours réelle, toujours offerte sans condition. Alors que je fixais le billet gagnant rangé dans mon bureau, ses souvenirs se sont alignés avec une clarté saisissante. Je savais à qui je pouvais faire confiance et qui me verrait comme rien de plus qu'une solution soudaine à leurs problèmes. Cela signifiait que ma prochaine action devait être prudente. 2 jours après avoir gagné,
j'ai conduit jusqu'à Lyon pour rencontrer un conseiller financier dont j'avais trouvé le nom grâce à une chaîne de recommandations qui s'est terminée par un ancien client qui valorisait la discrétion par-dessus tout. Son bureau était situé en haut d'une tour du centre-ville, le genre d'endroit où chaque surface brillait et chaque voie était mesurée. Philippe Garnier m'a accueilli avec une poignée de main chaleureuse sans être envahissante. Une fois la porte fermée derrière nous, j'ai fait glisser le billet sur son bureau. Ses yeux ont parcouru les numéros, un bref haussement de sourcils trahissant sa surprise avant que son visage ne reprenne un masque calme et professionnel. Nous avons passé 2 heures dans une discussion calme et méthodique. Il m'a expliqué la structure d'une fiducie révocable qui pourrait réclamer les gains en mon nom, garantissant que mon nom n'apparaisse jamais dans les registres publics. Nous avons élaboré une stratégie qui répartissait les fonds sur plusieurs comptes d'investissement à faible risque et à croissance régulière et avons mis de côté un compte liquide plus petit auquel je pourrais accéder pour les besoins quotidiens sans attirer l'attention. Quand je l'ai interrogé sur les erreurs courantes des gagnants de loterie, il n'a pas hésité. Le moyen le plus rapide de perdre votre tranquillité, a-t-il dit, c'est de le dire à la mauvaise personne. Une fois que vous le faites, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Les gens vous traiteront différemment, même s'ils pensent que non. J'ai hoché la tête, sentant la vérité de ses propos s'installer dans mon estomac. Garder le secret ne visait pas seulement à protéger l'argent, il s'agissait de me protéger de la lente érosion de la confiance qui s'ensuivrait. Au moment de mon départ, j'avais un dossier de documents, un plan d'action détaillé et une liste des prochaines étapes. Le billet n'était plus un simple bout de papier fragile, c'était une réclamation vérifiée, intégrée dans les rouages de la protection juridique. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que rien dans ma vie extérieure ne pouvait changer. Pas encore. Je continuerai à pointer au bureau chaque matin, à chercher les promotions à l'épicerie, à conduire ma Clio cabossée. Le gain était réel, mais tant que je ne saurais pas exactement à qui j'avais affaire, il devait rester invisible. Et cela signifiait trouver un moyen de voir ma famille clairement, sans que l'argent ne déforme la perception. Plus j'y pensais, plus je réalisais que je ne voulais pas seulement garder mon secret. Je voulais une preuve. La preuve de qui se tiendrait à mes côtés quand il n'y aurait rien à gagner. C'est ainsi que l'idée a germé, discrète au début, puis insistante. J'allais créer une crise et voir qui répondrait à l'appel. 4 800 €. Assez pour que ça pique. Assez pour que ça compte. Mais pas une demande impossible pour les membres de ma famille qui prétendaient se soucier de moi. L'histoire serait simple, mon entreprise avait fermé de manière inattendue après avoir perdu son plus gros client. Mes indemnités de licenciement n'arriveraient pas avant des semaines, et de récentes factures médicales avaient anéanti mes économies. J'avais besoin d'aide pour le loyer et les charges jusqu'à ce que je trouve un nouvel emploi. À peine y avais-je réfléchi que le doute s'est insinué. Était-ce manipulateur? Étais-je en train de leur tendre un piège pour les voir échouer? Je me suis dit qu'il ne s'agissait pas de piéger qui que ce soit, il s'agissait de me protéger. S'ils ne pouvaient pas être fiables quand j'étais supposément fauché, pourquoi leur ferais-je confiance s'ils savaient que j'étais millionnaire? J'ai commencé à rédiger les détails comme un scénario. J'ai fait des recherches sur de récentes fermetures d'entreprises pour rendre mon histoire plausible. Je me suis entraîné à avoir l'air las, mais pas désespéré, en veillant à laisser juste assez d'espace pour qu'ils puissent choisir sans se sentir sous pression. Mon but n'était pas de les culpabiliser, c'était de voir leur réaction naturelle. Puis j'ai ouvert un carnet et j'ai écrit chaque nom, ma mère, Sylvie, mon beau-père, Gérard, mon père, Marc, ma belle-mère, Carole, mon frère, Damien, ma sœur, Chloé, mon cousin, Benoît et tante Hélène. À côté de chacun, j'ai griffonné des prédictions, Sylvie pourrait offrir une petite somme mais suggéré de demander à quelqu'un d'autre. Gérard, non. Marc, sermon, pas d'argent. Carole, non, avec un jugement. Damien, disparaîtrait. Chloé, compassion, pas d'argent. Benoît, promettrait d'aider, puis disparaîtrait. Hélène, elle donnerait ce qu'elle pourrait, même si c'était moins que ce que je demandais. En regardant la liste, j'ai senti un nœud se serrer dans ma poitrine. C'était ma famille, réduite à une colonne de refus attendus. J'ai fermé le carnet, la mâchoire serrée. Si je devais affronter la vérité, je devais l'affronter complètement, et cela signifiait commencer les appels dès le lendemain. J'ai décidé de commencer par ma mère. Sylvie avait toujours prétendu qu'elle ferait n'importe quoi pour ses enfants, mais j'avais appris au fil des ans que « n'importe quoi » signifiait généralement des conseils ou de l'inquiétude, pas des sacrifices. Pourtant, c'était ma mère, et une partie de moi voulait croire qu'elle pourrait me surprendre.
Elle a répondu à la deuxième sonnerie, la voix enjouée. J'ai doucement commencé mon histoire, décrivant la fermeture soudaine de l'entreprise, le retard des indemnités et les factures médicales. Elle a eu des halètements au bon moment, son ton s'adoucissant à chaque détail. Mais quand je lui ai dit que j'avais besoin de 4800 €, sa voix a changé. Oh, ma chérie, j'aimerais tellement pouvoir, mais Gérard et moi venons de verser la compte pour la maison du lac. Les temps sont durs en ce moment. As-tu essayé de demander à ton père? Ou peut-être à Chloé? Pierre s'en sort si bien dans la tech ces temps-ci. La douce déviation m'a piqué plus qu'un non catégorique. Je l'ai remercié quand même, lui ai dit que je trouverais une solution, et j'ai raccroché. Mon père était le suivant. L'accueil de Marc fut bref, presque suspicieux, comme s'il sentait que je voulais quelque chose. Je lui ai raconté la même histoire, bien que son visage, du moins dans mon esprit, soit resté impassible. Quand j'ai demandé de l'aide, il a endossé son rôle familier de sermonneur. Éléonore, c'est exactement pour ça que je t'ai dit de garder 6 mois de dépenses de côté. Qu'est-il arrivé à ce plan? J'ai expliqué pour les factures médicales et le loyer, mais ça n'avait pas d'importance. J'adorerais aider, mais Carole et moi nous concentrons sur notre retraite. Tu dois voir ça comme une occasion d'apprendre. Ces mots portaient la finalité d'une porte fermée. Au moment d'appeler ma sœur, je m'étais préparé à plus de la même chose. Chloé a été chaleureuse dès le début, sa voix s'élevant de compassion quand je lui ai annoncé la nouvelle. C'est horrible, Eléa. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fermé comme ça. Un instant, je me suis laissé croire qu'elle pourrait dire oui. Mais ensuite est venue la pirouette. On vient d'acheter le nouveau SUV le mois dernier, et les frais de scolarité des enfants sont dus. En plus, on rénove la salle de bain principale. C'est Pierre qui gère les finances, et il est très strict avec le budget. Mais écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas rester chez nous un moment? On peut libérer la chambre d'amis. Tu pourrais économiser sur le loyer jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de nouveau. C'était une offre, mais pas celle que j'avais demandée. Emménager dans son monde, même temporairement, signifierait abandonner le contrôle et devenir un rappel vivant de sa générosité. Je l'ai remercié, disant que je devais rester en ville pour les entretiens. 3 conversations plus tard, mes prédictions se vérifiaient, et à chaque appel, le fossé entre ce que j'espérais et ce que je recevais se creusait rapidement. Je n'attendais pas grand-chose de Damien, mais je lui ai quand même donné la même chance qu'aux autres. J'ai d'abord envoyé un texto, expliquant brièvement que je devais lui parler. Pas de réponse. J'ai appelé ce soir-là directement sur sa messagerie vocale. Le lendemain, j'ai réessayé, puis j'ai envoyé un message de suivi, j'ai vraiment besoin de te parler. C'est important. Silence. À la fin de la semaine, j'ai arrêté d'essayer. Il avait fait son choix. Carole, ma belle-mère, n'a pas pris la peine de bavarder quand j'ai appelé. Je lui ai parlé de la perte d'emploi, des factures médicales, du loyer. Elle m'a interrompu à mi-chemin, je suis désolé, mais la réponse est non. Tu devrais penser à prendre un appartement plus petit ou à trouver un colocataire. Ce n'est pas sage de vivre au-dessus de ses moyens. J'ai failli lui rappeler que ce n'était pas moi qui louais des voitures de luxe ou qui publiais des photos de vacances tous les 2 mois, mais j'ai mordu ma langue. La conversation était terminée avant même d'avoir commencé. Gérard, mon beau-père, a été encore plus direct. Tu n'es pas ma responsabilité, a-t-il dit dès que j'ai expliqué ce dont j'avais besoin. J'ai subvenu aux besoins de ta mère pendant des années, mais tes problèmes financiers sont les tiens. Peut-être que tu aurais dû choisir une carrière qui payait mieux. Il n'y avait plus rien à dire après ça. Benoît, mon cousin, m'a surprise au début quand je l'ai appelé. Il a été immédiatement compatissant, proposant de déjeuner ensemble pour me donner un chèque. Tu as toujours été bonne avec moi, Eléa. Je vais m'occuper de toi, a-t-il dit. Un instant, j'ai senti une lueur d'espoir. Mais le matin où nous devions nous rencontrer, il a envoyé un texto 1 heure avant, un imprévu. On reporte. Nous ne l'avons jamais fait. Mes appels suivants sont restés sans réponse. Le schéma devenait douloureusement clair. Ceux qui avaient eu besoin de moi par le passé n'avaient aucun mal à disparaître lorsque les rôles étaient inversés. Et pour ceux qui ne disparaissaient pas purement et simplement, leur refus était enveloppé de justifications qui leur donnaient le sentiment d'être nobles en gardant leur portefeuille fermé. Au moment où j'ai rayé le dernier nom de ma liste, les résultats étaient presque exactement comme je l'avais prédit. Presque.
Il y avait encore une personne que je n'avais pas appelée non pas parce que je la gardais pour la fin, mais parce qu'une partie de moi savait déjà comment elle réagirait. Tante Hélène n'avait pas besoin d'un scénario pour prouver qui elle était. 2 jours après avoir rayé le dernier nom de ma liste, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait « Hélène ». Je ne l'avais pas encore contactée, mais sa voix était chaleureuse et directe. « Eléa, ma chérie, je viens d'apprendre par quelqu'un. On dirait que tu as eu de la malchance au travail. Est-ce que ça va ?» Un instant, j'ai failli abandonner complètement la comédie, mais je me suis tenu à mon scénario, lui parlant de la perte d'emploi et des factures. Elle n'a pas demandé de preuves ni insisté pour avoir des détails. Au lieu de ça, elle a dit « Déjeunons ensemble demain. » C'est moi qui invite. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant qu'elle adorait, un endroit avec des tasses ébréchées et des tartes dans des vitrines en verre près de la caisse. Après avoir fini de manger, elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une enveloppe blanche unie. « Je veux que tu prennes ça », a-t-elle dit en la faisant glisser sur la table. À l'intérieur se trouvait une pile de billets bien ordonnés, 2800 €. Je l'ai fixé, la gorge serrée. « Hélène, je ne peux pas accepter ça. C'est trop. »« N'importe quoi », a-t-elle dit fermement. « Ce n'est pas la totalité de ce dont tu as besoin, je sais, mais ça aidera pour le loyer. Et si tu as besoin d'un endroit où rester, mon canapé est convertible. Ce n'est pas luxueux, mais c'est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. » Ces paroles ne sonnaient pas comme de la charité, elles sonnaient comme de la sécurité. J'ai pensé aux autres, aux excuses et aux portes fermées et le contraste était presque trop grand à supporter. C'est elle qui avait le moins à donner, et pourtant, la voilà, me donnant presque tout ce qu'elle avait sans hésitation. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac, promettant de la rembourser dès que je le pourrais. La culpabilité me brûlait, mais la gratitude aussi. C'était la réponse que j'avais cherchée, la preuve que l'amour de quelqu'un dans ma famille n'était pas mesuré à l'aune d'un bilan comptable. En rentrant chez moi, l'enveloppe pesait lourd dans mon sac, un rappel que mon test avait révélé plus que ce que j'étais prête à affronter, et qu'il était temps d'arrêter de faire semblant avec au moins une personne. Le soir suivant, j'ai demandé à Hélène de passer prendre le thé. Quand elle s'est installée sur mon canapé, les mains enroulées autour de la tasse chaude, j'ai su que je ne pouvais plus lui cacher la vérité. « Je dois te dire quelque chose », ai-je commencé. « Je n'ai pas perdu mon travail. Toute l'histoire que je t'ai racontée. C'était un test. Je voulais voir qui, dans la famille, m'aiderait si j'en avais besoin. Et tu as été la seule à le faire. » J'ai hésité, puis je suis allé plus loin. Il y a 3 semaines, j'ai gagné à la loterie. 1,3 million d'euros. Tu es la première personne à qui je le dis. Hélène n'a pas semblé choquée, mais plutôt pensive. Après une longue gorgée de thé, elle a dit « Je comprends pourquoi tu l'as fait, mais je suis triste que tu aies senti le besoin de le faire. » Elle a posé sa tasse et s'est adossée. Il y a des années, à la mort de ma grand-mère, j'ai hérité de 33 000 €. Ton oncle m'a convaincu d'investir dans le restaurant de son ami. Il disait que c'était une affaire sûre. En 1 an, l'endroit a fait faillite et chaque centime a été perdu. Il m'a dit que c'était notre argent, pas seulement le mien, et que je n'avais pas le droit d'être en colère. Elle a secoué la tête. C'est là que j'ai appris que l'argent ne révèle pas seulement qui sont les autres, il révèle qui vous êtes. Ces mots ont eu un poids. J'ai réalisé qu'elle avait raison non seulement à leur sujet, mais aussi au mien. Ce gain pouvait me transformer en quelqu'un de prudent et d'amer, ou en quelqu'un de réfléchi et de généreux. J'ai alors décidé que je ferais en sorte qu'Hélène n'ait plus jamais à s'inquiéter du loyer, des factures ou des médicaments, mais d'une manière qui ne lui donnerait jamais l'impression d'être un cas de charité. Avant la fin de la soirée, nous parlions déjà de ce que je devais faire ensuite. Ce dimanche-là, mon appartement semblait plus petit que d'habitude alors que chaque chaise se remplissait. Ma mère et Gérard étaient assis ensemble sur le canapé. Marc et Carole près de la fenêtre, Chloé les bras croisés, et même Damien qui traînait près de la cuisine. Benoît était adossé au mur, faisant défiler son téléphone jusqu'à ce que je m'éclaircisse la gorge. « Merci d'être venu », ai-je commencé. Je voulais clarifier quelques points. Je vais bien. J'ai accepté un poste mieux rémunéré avec d'excellents avantages, et je commencerai ma transition le mois prochain. Un soulagement a traversé quelques visages, comme s'ils s'attendaient à ce que je demande plus d'argent. Mais j'ai continué. Quand je pensais avoir des problèmes, je vous ai contacté, et les réponses que j'ai reçues m'en ont beaucoup dit sur ma place dans cette famille.
Sylvie a jeté un regard à Gérard, puis à moi. Nous avons tous nos propres engagements financiers, et Léa. Il n'est pas toujours possible d'aider. La voix de Marc a pris ce ton de sermonneur familier. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les autres résolvent tes problèmes. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Chloé s'est agitée, mal à l'aise. Je t'ai offert un endroit où rester. Ça compte pour quelque chose. Damien n'a pas levé les yeux du sol. Je gérais mes propres problèmes. Leurs excuses déferlaient sur moi, aussi familières que le schéma qu'ils avaient répété pendant des années. Mais cette fois, je ne les ai pas laissés passer. Je ne suis pas ici pour me disputer. Je veux juste être clair. L'époque où je vidais mes économies pour dépanner quelqu'un, elle est révolue. C'en est fini d'être le filet de sécurité de la famille. Le silence qui a suivi était épais, mais je ne l'ai pas ressenti. Quand la réunion s'est terminée, la plupart sont partis sans me regarder dans les yeux. Seule Hélène est restée, m'aidant à empiler les tasses de café dans l'évier, sa présence tranquille un rappel constant de la raison pour laquelle j'avais fait tout ça. 1 an plus tard, ma vie était différente à tous les égards importants. Je vivais dans une maison modeste et ensoleillée avec un petit jardin que j'entretenais chaque matin, à quelques pas du nouveau bungalow entièrement payé d'Hélène. Elle avait insisté pour que ce soit simple, mais il avait de larges portes pour quand ses genoux lui jouaient des tours et une cuisine qu'elle adorait. J'avais quitté mon ancien emploi et consacré mon énergie à l'organisation à but non lucratif que j'avais fondée, une organisation dédiée à aider les personnes âgées isolées pour tout, des visites de compagnie aux petites réparations à domicile. Nous avions grandi plus vite que prévu, avec des bénévoles qui partageaient le même engagement discret qu'Hélène m'avait toujours montré. Mes contacts avec le reste de la famille sont restés cordiaux mais superficiels, des appels pour les fêtes, de petites conversations polies lorsque de vraies urgences survenaient. J'intervenais parfois anonymement, payant une facture d'hôpital par-ci, couvrant des frais de cure de désintoxication par-là. Ils n'ont jamais connu la source, et je préférais que ce soit ainsi. En y repensant, j'ai réalisé que l'argent avait été un cadeau, mais ce n'était pas le vrai prix. Ce que j'avais gagné, c'était la clarté, savoir qui se tenait à mes côtés sans attente et la liberté de choisir mon entourage sans culpabilité. La paix, ai-je appris, ne s'achète pas, elle se construit. Ce printemps-là, Hélène et moi étions assises sur son porche, regardant la lumière décliner sur le quartier que nous partagions désormais. Elle s'est penchée, a serré légèrement ma main et a dit « On a bien fait, ma petite ». J'ai souri, sachant qu'elle avait raison et que les meilleures choses que j'avais gagnées ne pouvaient pas du tout se mesurer en euros.